Printemps 1945, Bavière. Le Troisième Reich ne mourait pas en silence. Il hurlait. Il brûlait de l'intérieur, s'effondrant sous le poids de sa propre arrogance monstrueuse, ville après ville, forêt après forêt, bunker après bunker trempé de sang. L'odeur qui planait sur l'Allemagne n'était pas seulement celle de la cordite et des cendres. C'était la puanteur d'un empire en train de pourrir vivant. Et celui qui fendait le cœur de cette pourriture comme une baïonnette traversant une toile, c'était le général George S. Patton avec la 3e armée des États-Unis. Mais cette histoire ne parle pas d'une bataille. Elle ne parle pas d'une tête de pont, d'une percée ou d'un décompte de cadavres. Cette histoire parle d'un général allemand bien précis, à l'uniforme impeccable, aux bottes étincelantes, la croix de chevalier autour du cou, qui sortit d'un bunker de commandement capturé et, alors que la guerre était déjà perdue, commis l'erreur la plus catastrophique de toute sa vie privilégiée et dorlotée. Il exigeait un château. Ce que Patton lui donna à la place devint l'un des actes de justice militaire les plus psychologiquement dévastateurs de toute la Seconde Guerre mondiale. Nous ne parlons pas d'une simple tape sur les doigts. Nous ne parlons pas d'une réprimande verbale sévère. Ce que Patton mit en place fut la démolition publique, lente et calculée, de toute l'identité d'un homme. Chaque illusion de supériorité à laquelle il s'était accroché fut arrachée morceau par morceau devant les soldats mêmes qu'il avait passé des années à traiter comme des animaux. Restés jusqu'à la fin, parce que le châtiment précis, la nature exacte de ce que Patton ordonna, est le genre de choses qui restent dans la poitrine longtemps après que l'écran est devenu noir. Si vous pensez que les architectes du meurtre de masse ne méritent aucune pitié, aucun luxe et aucun respect quand les armes finissent par se taire, écrivez Patton dans les commentaires dès maintenant. Voyons qui chevauche aujourd'hui avec la 3e armée. Pour comprendre ce qui rendit cette confrontation si explosive, il faut comprendre l'univers psychologique précis qui avait produit ces officiers allemands. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'entraînement militaire. C'était une mythologie soigneusement construite autour du sang, de la hiérarchie et du droit divin. La caste des officiers allemands, en particulier les hauts commandants de la Wehrmacht et les formations d'élite SS, avait été imprégnée dès la naissance d'une architecture sociale rigide, presque médiévale. L'aristocratie Junker, la tradition militaire prussienne, la conviction profondément ancrée que le grade n'était pas simplement administratif mais biologique, l'expression d'une supériorité inhérente et héritée. Ces hommes ne croyaient pas seulement qu'ils étaient de meilleurs soldats. Beaucoup d'entre eux croyaient sincèrement, à un niveau presque cellulaire, qu'ils appartenaient à une espèce humaine fondamentalement supérieure. Au moment où l'idéologie nazie suralimenta cette vision du monde déjà toxique, on se retrouva avec toute une caste d'officiers qui traitaient la Convention de Genève non comme un cadre juridique international, mais comme un contrat social s'appliquant spécifiquement à eux, un accord de gentlemen entre égaux. L'idée qu'un général américain, produit bruyant, insolent et grossier d'une démocratie bâtarde, puisse ne pas respecter les protocoles élaborés de la guerre européenne traditionnelle, ne pouvait tout simplement pas entrer dans leur esprit. Et puis il y avait la Bavière, au printemps 1945. Le sol était encore gelé au petit matin, la boue se refermant autour des bottes comme du béton froid. Les forêts de pins se pressaient de chaque côté de chaque route, sombres et lourdes d'ombre, même en plein midi. À travers ces forêts, les colonnes blindées de Patton roulaient comme une crue d'acier, brisant les lignes défensives allemandes avec un élan que les commandants des deux camps décrivaient comme presque physiquement incompréhensible. Chars, semi-chenillés, artillerie. Le tonnerre mécanique était constant, un rugissement grinçant et tremblant que l'on sentait jusque dans les molaires. Les soldats allemands du rang, dans ces forêts, des adolescents pour beaucoup d'entre eux, sous-équipés, engelés, survivants grâce à l'idéologie seule, étaient déjà brisés bien avant que les Américains ne les atteignent. Ils avaient vu leurs officiers manger des plats chauds dans des quartiers généraux chauffés, pendant qu'eux saignaient dans les trous de combat gelés. Ils avaient vu les promesses du haut commandement s'évaporer comme la brume matinale au-dessus du Rhin. En avril 1945, pour la plupart d'entre eux, se rendre n'était pas une défaite, c'était de l'oxygène. Mais pas tous. Une escouade d'infanterie américaine, aguerrie au combat, frappa un quartier général allemand enterré au cœur des pins bavarois. Une position fortifiée qui transmettait des coordonnées et des ordres
à ce qui restait de la structure défensive allemande locale. L'échange de tirs fut bref. L'issue ne fit jamais le moindre doute. Comme Ladislas Farago le rapporte dans Patton, Ordeal and Triumph, le contraste qui surgit de ce bunker dans les heures suivant la fin des combats était de ceux qui vous glacent physiquement sur place. Les simples soldats sortirent les premiers, les yeux creux, tremblants, certains pleurant ouvertement de soulagement. Des hommes couverts de la géographie d'une guerre perdue, la suie noire de l'artillerie, la boue brun rougeâtre de la campagne bavaroise, les taches sombres de blessures fraîches ou à moitié cicatrisées. Ils lâchèrent leurs armes avec la gratitude épuisée d'hommes qui déposent enfin un fardeau porté trop longtemps. Ils n'avaient pas l'air vaincus, ils avaient l'air libérés. Puis la porte du bunker s'ouvrit de nouveau, et le général sortit. Impeccable, parfait comme pour une parade, de hautes bottes de cuir luisantes sans la moindre éraflure. Sa croix de chevalier parfaitement centrée sous le col. Ses lourdes épaulettes tressées intactes. Un monocle. Un monocle pendant que l'Europe brûlait, fermement maintenu dans son orbite droite. Il avançait dans l'air glacial non comme un commandant dont l'armée venait d'être démantelée, mais comme un dignitaire en visite qui serait simplement passé observer la situation et l'aurait trouvé légèrement indigne de son attention. Les GI américains qui regardaient cet homme émerger du bunker venaient de passer des mois dans les Ardennes. Ils s'étaient recroquevillés dans des trous de combat gelés pendant la bataille des Ardennes, les bottes pourrissantes à leurs pieds, mangeant des rations froides par des températures qui faisaient craquer l'huile dans les culasses de leurs fusils. Ils avaient porté leurs amis morts dans la neige jusqu'aux cuisses. Ils avaient vu des garçons venus de l'Ohio, de Géorgie et du Mississippi mourir dans des forêts étrangères pour des raisons qui semblaient de plus en plus abstraites, jusqu'à ce que l'on voie ce qu'il y avait à l'intérieur des camps de concentration libérés, et alors plus rien ne semblait abstrait. Et maintenant, cet homme se tenait devant eux, étincelant. Les Américains entreprirent de le faire monter dans un camion de transport standard recouvert d'une bâche, avec le reste des prisonniers. C'était la procédure, c'était la logistique, c'était la guerre. Le général explosa. Il repoussa physiquement un jeune caporal américain, un gamin, probablement âgé de 19 ans, d'un geste de sa main gantée. L'anglais de l'allemand était parfait, sec et parfaitement clair. Il était général du haut commandement. Il était décoré. Il était aristocrate. Il ne serait pas transporté comme du bétail. Il exigea un contact immédiat avec le commandant américain le plus haut gradé. Il exigea des quartiers privés, un château, une villa, à tout le moins une résidence privée lourdement gardée, conforme à son rang. Il refusait de partager un espace avec des soldats du rang, les siens ou ceux de n'importe qui d'autre. Il l'affirma clairement, bruyamment, avec l'assurance inébranlable d'un homme à qui personne, de toute sa vie, n'avait jamais dit non, parmi ceux qu'il considérait comme ses égaux, ce qui, pour être honnête, incluait presque tout le monde. La police militaire ne sut pas quoi faire de lui. Aucun manuel ne couvre cette situation particulière. Le commandant ennemi, qui refuse d'arrêter de gagner, même après avoir perdu. L'impasse remonta la chaîne de commandement avec une rapidité remarquable, comme c'est souvent le cas lorsque les choses sont à la fois exaspérantes et absurdes. La requête, l'exigence, atteignit le quartier général mobile du général George S. Patton. Si vous sentez déjà la température de la pièce chuter, si vous savez déjà quel genre de tempête est sur le point de s'abattre sur cet homme, écrivez « justice » dans les commentaires. Parce que ce qui suivit ne fut pas impulsif, ce ne fut pas théâtral, ce fut froid, brillant et chirurgical. Le poste de commandement mobile de Patton n'était que travail et efficacité. Des cartes partout marquaient des flèches rouges furieuses de l'avance de la Troisième Armée. L'odeur du café, du diesel et des cigarettes. Ces revolvers à crosse de nacre à la hanche, un élément de costume aussi célèbre et délibéré que le monocle de l'Allemand. Les deux hommes comprenaient le théâtre du commandement, le pouvoir de l'image soigneusement construite. La différence, c'est que l'image de Patton reposait sur des résultats réels. Comme Patton le nota dans War as I Knew It, ses journaux publiés, son mépris pour la haute caste des officiers nazis n'avait rien de général. Il était précis, étudié et absolu.
Il ne les voyait pas comme des adversaires honorables qui avaient combattu proprement et perdu. Il les voyait comme des administrateurs du meurtre industriel, des hommes qui s'étaient cachés derrière des postes de bureau et des relations politiques, pendant que des gamins américains mouraient en nombre véritablement impossible à concevoir. Chaque médaille brillante et imméritée sur la poitrine d'un officier supérieur allemand représentait pour Patton une atrocité précise et comptable que cet homme avait ordonnée, approuvée ou délibérément ignorée. La police militaire fit entrer le général allemand dans la tente de commandement de Patton. La pièce devint silencieuse de cette manière particulière, dont les pièces deviennent silencieuses lorsque deux forces puissantes et diamétralement opposées occupent le même petit espace. L'Allemand, apparemment toujours en train de mal interpréter la situation de façon catastrophique, se mit immédiatement à énumérer ses exigences. Il cita la Convention de Genève, article par article. Il cita la tradition militaire européenne remontant à des siècles. Il cita sa propre lignée. Il déclara directement au visage de Patton, avec ce qu'on ne peut décrire que comme une audace à couper le souffle: « Je suis un général du haut commandement. J'exige immédiatement des quartiers privés appropriés. Je ne peux pas être logé avec de simples soldats du rang qui nettoient les latrines. » Patton ne laissa finir. C'était en soi une arme, parce que le célèbre tempérament de Patton, les hurlements, les jurons, les explosions théâtrales de rage, était bien connu des Allemands grâce aux rapports de renseignement. Ils s'y attendaient. Ils avaient préparé des réponses psychologiques à cela. Un Patton en colère était gérable. Un Patton silencieux était tout autre chose. Quand l'Allemand cessa de parler, Patton se pencha en avant par-dessus la table des cartes. Le silence dans la tente devint quelque chose de physique. Charles M. Province, dans The Unknown Patton, décrit la capacité de Patton à la fureur froide comme quelque chose que son état-major redoutait bien davantage que sa colère brûlante, parce que cela signifiait qu'il avait déjà décidé, et que la décision était irréversible. Patton regarda l'Allemand droit dans les yeux et parla de cette voix si particulière, aiguë, précise et tranchante, la voix qui avait commandé des centaines de milliers d'hommes sur 2 théâtres de guerre. Vous n'êtes pas un général. Vous n'êtes pas un soldat. Vous êtes un criminel vaincu et déshonoré qui a assassiné mes garçons. Vous n'avez aucun grade ici. Vous n'avez aucun honneur ici. Pas un cri. Un verdict. Mais Patton n'en avait pas terminé, parce qu'il comprenait, à juste titre, que des mots seuls, aussi dévastateurs de justesse fussent-ils, n'atteindraient pas cet homme en particulier. L'ego de l'Allemand ne résidait pas dans son esprit. Il vivait dans son uniforme, dans ses médailles, dans sa séparation d'avec la réalité physique, dans son isolement de toute une vie face aux conséquences de ses propres décisions. Pour le briser réellement, Patton devait démonter tout cela méthodiquement, publiquement, définitivement. Écrivez No Mercy dans les commentaires dès maintenant, parce que ce que Patton ordonna ensuite est le genre de décision que l'on étudie dans les cours de psychologie militaire pour une raison précise. Ce que Patton comprenait, et ce que les recherches de province dans The Unknown Patton confirment comme un élément récurrent de la méthode de guerre psychologique de Patton, c'est que l'arrogance idéologique possède une architecture physique. Elle vit dans les symboles, les uniformes, les insignes, les médailles, la séparation physique d'avec le travail manuel. Ce ne sont pas des décorations, ce sont les murs porteurs du sentiment de soi d'un suprémaciste. Retirez-les, et toute la structure s'effondre. Patton ordonna à sa police militaire de dépouiller le général allemand de tout. La croix de chevalier fut retirée de son cou. Les épaulettes furent arrachées de ses épaules. Les médailles, chacune d'entre elles, chacune représentant quelque distinction accordée par un régime bâti sur des fausses communes, furent retirées et inventoriées. L'uniforme taillé sur mesure fut remplacé par une tenue grossière de prisonnier en toile grise, sans marque, identique à celle portée par le simple soldat le plus bas gradé du camp. Le monocle disparut. Puis vint l'affectation. Le général allemand, qui quelques heures plus tôt avait déclaré haut et fort, précisément et avec mépris, qu'il ne serait pas logé aux côtés d'hommes qui nettoyaient les latrines, reçut une brosse à récurer aux poils raides, un seau galvanisé rempli d'eau chimique glaciale, et reçut l'ordre, sous la garde d'hommes armés,
de se présenter immédiatement au service de nettoyage des latrines. Pas discrètement, pas en privé, pas dans quelque recoin du camp où il aurait pu conserver un lambeau de dignité invisible. Publiquement, au centre, aux heures les plus fréquentées de la journée, pendant des semaines. Le génie de ce que Patton avait conçu, et c'était du génie brutal et précis, tenait au fait que cela agissait simultanément sur plusieurs niveaux psychologiques. Pour le général allemand lui-même, c'était une annihilation. Chaque matin, avant l'aube, dans le froid mordant de la Bavière, il s'habillait de toile grise anonyme et marchait dans la boue aux côtés des soldats du rang qu'il avait classés comme biologiquement inférieurs. Il se tenait dans les longues et lentes files du petit déjeuner, tenant une tasse en fer blanc cabossé, attendant une soupe coupée d'eau. Ses mains, les mains douces et manucurées d'un officier d'état-major qui n'avait pas accompli de travail physique depuis des décennies, se refermaient autour d'une brosse de toilette et frottaient des excréments humains sur des sols de béton. L'odeur s'accrochait à lui. Le froid le pénétrait. Les gardes le traitaient avec l'efficacité plate et impersonnelle qu'ils appliquaient à tous les autres prisonniers. Pas de château, pas d'aide de camp, pas de chambre privée, pas de déférence. Aucune reconnaissance du fait qu'il ait jamais été autre chose que précisément ce qu'il était désormais. Un prisonnier au numéro quelconque, dans une file, tenant un sceau. Les rapports de la police militaire américaine de l'époque, cités dans plusieurs études d'archives sur les opérations de prisonniers de guerre de la 3e armée, indiquent que l'effondrement psychologique fut rapide et visible. La posture raide, cette colonne vertébrale droite comme une barre de fer, digne d'un terrain de parade, qui avait été son armure la plus visible, se brisa dès la première semaine. À la 2e semaine, des témoins le décrivaient comme traînant les pieds. À la 3e, il pleurait ouvertement dans la file de distribution des repas, sans pouvoir se contrôler, les larmes coulant sur un visage qui avait oublié comment se composer. Mais le coup de génie psychologique le plus profond de Patton ne résidait pas dans ce que le châtiment faisait au général. Il résidait dans ce qu'il faisait aux soldats qui regardaient. Des milliers de simples soldats allemands étaient logés dans ce camp. De jeunes hommes à qui l'on avait répété pendant des années, par les écoles, par l'État, par leurs officiers, par la machine implacable de l'idéologie nazie, que ces hauts commandants décorés étaient une forme supérieure d'êtres humains, semblables à des dieux par leur intelligence, infaillibles dans leur jugement, biologiquement élevés au-delà de toute question et de toute responsabilité. Et maintenant, il se tenait en silence et regardait l'un de ces hommes porter un seau d'excréments humains à travers le centre du camp, dans la lumière grise d'un matin froid. L'architecture idéologique ne se fissura pas. Elle vola en éclats, non parce que quelqu'un l'avait combattue par des arguments, non parce que quelqu'un avait donné à ses soldats une leçon sur les échecs du fascisme, mais parce qu'ils l'avaient vu. Ils regardèrent le mythe accomplir la réalité qu'il avait toujours dissimulée. Ce n'est pas une anecdote militaire, c'est une leçon magistrale de guerre psychologique. Le genre de compréhension profonde et instinctive des systèmes de croyances humains qu'aucune académie militaire n'enseigne officiellement, mais que Patton déployait avec la précision naturelle d'un homme qui avait étudié la nature humaine toute sa vie. Si vous respectez ce que Patton fit ici, non seulement la justice de son acte, mais son intelligence, écrivez respect dans les commentaires, parce que c'est pour cela que nous parlons encore de lui 80 ans plus tard. Cette histoire ne s'arrête pas dans ce camp de prisonniers de guerre, elle résonne. Ce que Patton démontra durant ses semaines en Bavière, en 1945, fut un principe qui traverse de part en part les récits confortables et aseptisés que nous avons tendance à construire autour de la guerre dans les décennies qui suivent les faits. Il existe des moments dans l'histoire où la courtoisie militaire traditionnelle devient non seulement insuffisante, mais activement complice. Lorsque l'extension de protocoles aristocratiques à des hommes qui ont utilisé ces mêmes protocoles aristocratiques comme couverture au meurtre de masse devient elle-même un échec moral. Ses contemporains à Washington le détestaient pour cela. La presse ne savait pas quoi faire de lui. Eisenhower consacra une énergie considérable à gérer les retombées politiques du refus de Patton de jouer le théâtre diplomatique que l'environnement d'après-guerre exigeait de plus en plus. Mais les hommes qui avaient réellement servi sous ses ordres,
ceux qui avaient passé l'hiver dans les Ardennes, qui avaient traversé le Rhin sous le feu, qui avaient été les premiers à atteindre les camps de concentration et à comprendre viscéralement ce pourquoi ils se battaient, ces hommes-là comprenaient exactement ce que Patton faisait et exactement pourquoi. Il n'était pas cruel pour le plaisir d'être cruel, il était précis. Il identifiait le mécanisme exact par lequel une idéologie suprémaciste maintient son emprise. La mise en scène de la supériorité, la séparation théâtrale d'avec les conséquences. Et il le démantelait chirurgicalement, publiquement et définitivement. Le contexte historique plus large compte ici également. Au printemps 1945, les forces alliées commençaient à se confronter à une question qui allait définir le monde d'après-guerre. Comment dénazifier non pas seulement un gouvernement, mais une culture? Comment briser l'emprise psychologique d'une idéologie qui avait été implantée à tous les niveaux d'une société pendant plus d'une décennie? La réponse de Patton, du moins dans ce cas précis et documenté, était qu'il fallait commencer par le sommet. Prendre les hommes qui incarnaient la mythologie et rendre cette mythologie visiblement fausse. La rendre impossible à maintenir, même intérieurement. C'était controversé. Cela reste controversé. Il existe des historiens sérieux qui soutiennent que le maintien de normes cohérentes de traitement des prisonniers, quel que soit le comportement ou l'idéologie du prisonnier, n'est pas négociable. À la fois pour des raisons morales et pour la protection pratique des prisonniers de guerre alliés aux mains de l'ennemi. Ce ne sont pas des arguments insignifiants et ils méritent d'être abordés honnêtement. Mais il existe des historiens tout aussi sérieux qui soutiennent que les hommes ayant conçu et administré la machinerie de l'Holocauste occupaient un espace moral catégoriquement différent de celui des prisonniers de guerre conventionnels, et que les traités avec les mêmes courtoisies accordées aux soldats ordinaires constituaient sa propre forme de distorsion. Une fausse équivalence qui effaçait le poids spécifique de leurs crimes spécifiques. Patton n'a pas résolu ce débat, il l'a fait exploser. Et 80 ans plus tard, nous nous tenons encore dans les retombées de cette explosion, ce qui est exactement l'endroit où l'histoire sérieuse devrait nous laisser. Voilà ce que Patton comprenait, et que la plupart des commandants ne comprenaient pas. Que la guerre menée dans la boue et le sang de l'Europe se livrait simultanément dans l'esprit des hommes qui y survivaient. On pouvait gagner chaque bataille et pourtant perdre quand même, si l'idéologie qui avait engendré la guerre quittait les ruines avec sa mythologie intacte, avec son sentiment de supériorité intact, prête à se reconstruire. Il refusa de laisser cela se produire. Pas sur son théâtre d'opération, pas sous sa responsabilité. Maintenant, c'est à vous. George S. Patton était-il entièrement justifié dans ce qu'il a fait à cet homme? Le dépouiller publiquement, le briser psychologiquement, forcer le mythe à jouer sa propre faillite devant des milliers de soldats qui regardaient? Ou bien pensez-vous que, même en tenant pleinement compte de l'horreur documentée de ce que ce régime a commis, une norme constante de protocole militaire doit être maintenue, quels que soient les crimes de l'ennemi? Il n'y a pas de réponse facile ici. La bonne réponse pour l'espace des commentaires est celle qui est honnête. Ce que vous pensez réellement, appuyé par ce que vous savez réellement. Je lis personnellement chaque commentaire et je répondrai aux arguments qui me défient le plus directement. Si cette vidéo a traversé la version confortable de l'histoire et vous a donné quelque chose de brut et de réel, cliquez sur le bouton j'aime et faites-la parvenir à davantage de personnes qui méritent de l'entendre. Abonnez-vous et activez les notifications parce que nous allons explorer en profondeur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale d'une manière que la plupart des chaînes n'osent pas aborder et vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Restez dur, restez curieux. Remettez en question la version aseptisée. On se retrouve dans la prochaine.